Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'or, le dollar, l'euro-dollar, le Nasdaq et puis les secteurs. Et je pense que certains vont être contents. Donc on va démarrer par la comparaison entre l'or et le Nasdaq. Donc si on remonte à 2 ans à peu près, il y a 2 ans, c'est un graphique qui est en daily sur 2 ans. On voit que le Nasdaq a progressé de 60% et l'or de 40%. Donc il y a encore un écart pour les investisseurs qui ont misé sur le Nasdaq en leur faveur, puisque ça fait quand même un écart de 20%, donc c'est assez énorme, c'est un tiers de la performance en plus pour le Nasdaq. Mais en fait, quand on grossit, quand on diminue en fait pour analyser le passé plus récent en faisant abstraction de 2018 par exemple, on voit que l'or est carrément a dépassé la performance du Nasdaq depuis en fait quelques jours uniquement. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et quand on grossit, voilà, selon les périodes, là c'est sur un an et demi, on voit que c'est à peu près l'or est un peu en dessous, le Nasdaq au-dessus, mais en fait c'est pas significatif. Là, si on passe sur un an juste, on voit que l'or et le Nasdaq. Alors aujourd'hui, je suis vraiment vicelard pour le Nasdaq parce qu'aujourd'hui on a baissé de 3% et l'or a monté d'1%, donc il y a un 4% d'écart, mais hier on était stable en fait. Les deux marchés faisaient jeu égaux à 40%, un peu plus de 40% de gains sur un an. Donc l'or a énormément bourré depuis un mois et on va venir là-dessus. Alors, si on. Alors, évidemment, avec là après la crise du coronavirus et la hausse de 60% du Nasdaq en ligne droite, quasiment, évidemment, l'or n'arrive pas à suivre. Mais si on regrossit comme ça sur 2020, en fait, on voit que l'or et le Nasdaq sont toujours à coude à coude. Et si on part depuis le point haut de la crise du coronavirus, où bien évidemment c'est très favorable à l'or et défavorable au Nasdaq, on voit qu'il y a quand même maintenant un écart de 6-7% pour l'or. C'est des choses qui se sont quasiment jamais vues depuis une décennie. Donc l'or est en train de devenir un actif qui a la faveur des investisseurs. Youpi! Donc Charles, est-ce que tu t'es trompé? Non, c'est pas parce que l'or est en train de monter plus vite que le Nasdaq que les gens perdent de l'argent actuellement sur le Nasdaq, sauf depuis le coronavirus, donc depuis 4 mois. Mais tout investisseur avant le coronavirus reste à peu près gagnant ou stable par rapport à l'or. Et évidemment, si on se projette un mois en arrière, le gain était manifeste. Seulement, il faut être honnête aujourd'hui, le gain n'est plus manifeste. Les deux options sont en train de devenir valables. Si on regarde le graphique en heure par heure ici, sur donc un mois, un peu plus d'un mois, pour voir ce qui s'est passé, un mois et demi, bah, c'était super. Allez, je vais l'avouer, j'ai fait un petit coup de trading achat, un petit, vraiment petit, un achat sur l'or. Si, j'ai osé. Bah, un grand classique, une tendance haussière, un break, la tendance haussière ici, et puis un échec au break, on repart à la hausse, et donc ici un achat. Mais ça reste un petit coup de trading. La vérité, mon chouchou, moi c'est le TLT. Chacun ses opinions, hein. C'est même plus le Nasdaq ni l'or. Maintenant, je pense que c'est le TLT sur lequel, sur un plan, enfin, là, c'est un petit coup de trading sur quelques heures, mais sur horizon quelques semaines. Ma position principale maintenant est sur le TLT. Le TLT qui fait moins bien, hein, si on le regarde. Le TLT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ETF qui traque le 20 ans américain, donc les taux d'intérêt. Donc si on regarde par rapport au Nasdaq, le TLT il a chié de la merde depuis un mois et demi. Justement, l'or le Nasdaq se sont envolés et le TLT est resté stable. Il y a deux théories qui s'opposent sur le TLT. Est-ce qu'on est inflationniste ou est-ce qu'on est déflationniste? Est-ce que les taux vont à zéro sur le long terme ou est-ce qu'au contraire on a un crash obligataire avec une remontée des taux? C'est un débat, mais tout le monde s'étripe là-dessus depuis trois plombes. C'est Parmi les experts, je crois que c'est le débat le plus chouchou de tous les débats, à savoir est-ce qu'on est inflationniste ou déflationniste. Donc ça fait 10 ans qu'il y a des mecs qui disent qu'on va faire un crash obligataire et que voilà, on va perdre le contrôle, les banques centrales vont perdre le contrôle, les taux vont exploser à la hausse. Bon, pour l'instant, elles n'ont jamais perdu le contrôle et les taux sont en train de déflater. Donc la tendance long terme est clairement déflationniste, sauf que maintenant on arrive à des taux négatifs. Et donc la question c'est est-ce que les taux d'intérêt nominaux long terme vont vers zéro, auquel cas il y aurait des gains importants à faire sur le TLT encore, sur les taux en étant acheteur, ou alors est-ce qu'on voilà, on renverse et on coupe la tendance très long terme. C'est une tendance qui date de quasiment de 1980, c'est une tendance qui a 40 ans, et est-ce qu'on part dans un nouveau cycle macroéconomique? Donc moi mon pari c'est qu'en août on va pas lancer un nouveau créneau. Et par contre, je pense que l'envolée sur l'or et le Nasdaq est un peu folle, hein. Ça devient un peu n'importe quoi avec le Tesla qui fait 300 milliards et compagnie.
Et donc mon idée c'est que, et puis surtout les liquidités qui sont injectées sont généralement moindres au mois d'août. Il y a une forte saisonnalité des interventions de la Fed et un retrait des liquidités, ça n'a pas encore été trop pricé par le marché. Ça veut dire que l'or et le Nasdaq corrigeraient à la baisse après leur envolée, leur chevauchée, et que le Nasdaq et le TLT pour le coup montrait à la hausse. Donc moi c'est mon pari pour le mois d'août. Peut-être que je vais me gaufrer, vous pourrez comme ça bien m'allumer à nouveau en se disant que j'ai toujours tort. Voilà, j'ai fait donc un petit trade sur l'or et donc fondamentalement l'or commence à être super bien orienté. Alors il y en a qui doivent être super contents, c'est que le silver qui est en retard sur l'or, bah, le silver a complètement littéralement explosé à la hausse. Donc tous ceux comparés sur le silver, donc là on voit sur le Nasdaq depuis le Corona, le silver a réussi, qui était très en retard, hein. Il y avait plus de 30% d'écart avec le Nasdaq. Le silver est revenu au niveau du Nasdaq là en cette semaine en fait. Donc il y a encore une semaine c'était rien et cette semaine tout le monde s'est explosé. Alors c'est pas très sustainable, hein, c'est pas très soutenable cette envolée comme ça. On est en train de faire un peu du mode parabolique sur les actions techno, sur l'or, sur l'argent. C'est un peu la panique. Il y a beaucoup de peur à mon avis, donc ça s'insère. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le marché. Est-ce que je comptais faire? Peut-être je me trompe, on verra. Mais moi, pour moi, en août, on devrait plutôt avoir une correction. Après, il faut que les prix confirment. Donc le TLT break à la hausse et qu'il y ait des corrections sur le Nasdaq et sur l'or pour renforcer la position sur les taux. Si ça renforce pas, si ça recasse à la hausse comme on vient de faire sur l'or, hein, c'est-à-dire on fait mine de se retourner comme ça, de casser un petit peu en heure par heure, et puis crac, en fait on repart à la hausse dans des gaps. Évidemment, je mets pas la tête comme un siphonnet quand il y a ces conditions, mais voilà, c'est sympa, mais 60% de hausse sur Nasdaq, c'est jamais arrivé quasiment dans l'histoire. C'est pareil pour l'SP500, c'est le plus fort rebond quasiment sur un siècle et demi. L'or est par contre habitué à faire des mouvements assez violents, mais bon, affaire à suivre. Rendez-vous dans un mois. Alors l'envolée de l'or et du Nasdaq, comment on pourrait s'expliquer? Bah, pour moi, c'est tout simplement qu'il y a une dilution de la valeur du dollar, hein, puisque, comme je l'ai mis sur Objectif Eco, j'en profite d'ailleurs juste pour faire un petit aparté. La chaîne YouTube, grâce à vous, grâce à vos commentaires par moments assez agressifs, qui ont été identifiés par YouTube comme trop violents, nous subissons des désagréments de la part de YouTube, une prise en otage, des publications de vidéos. Et puis surtout, il y a aussi certains d'entre vous qui font de la dénonciation de vidéos. C'est assez hallucinant, mais voilà. Donc les vidéos se sont suspendues. Donc du coup, il ne faut pas vous étonner si, on est en train de fermer les commentaires, l'accès aux commentaires sur le channel YouTube, puisque tout simplement, ça nous empêche littéralement de publier. Deuxièmement, on n'a plus envie de publier, puisque c'est quand les conditions comme ça, où on a YouTube qui nous prend, vous nous tenez par les burnes en fait, en termes d'otage, de prise d'otage, et puis après YouTube nous tape sur la gueule. On n'a pas trop envie non plus de faire des vidéos comme ça pour rien. Donc en revanche, est publié sur Objectif Eco pas mal de mises à jour. Donc là, je vous en montre une sur la macroéconomie que j'ai faite et qui traque en fait la monnaie, la M2, la monnaie supply, qui compare l'évolution entre celle européenne et celle des États-Unis, même s'il y a un mois d'écart. Donc j'attends les chiffres pour le mois de juin sur la zone euro. Mais il est clair que les États-Unis ont payé la crise du corona avec la M2 en augmentant. Ils ont fait 23% de hausse de la monnaie supply, alors qu'en Europe, à fin mai, ils étaient à 9%. Donc un écart extrêmement défavorable pour le dollar à court terme. Après, on va voir comment l'Europe va survivre à sa déflation et à sa chute d'activité. Les États-Unis ont payé le luxe de réinjecter directement dans la poche du consommateur de l'argent. Donc il est probable qu'à horizon 6 mois, sur les chiffres macroéconomiques, le PIB, la consommation, la production, il y a un énorme écart qui se produise par rapport à la zone euro. Mais à court terme, il est clair que c'est comme quand on fait une augmentation de capital, quand on actionne une boîte. Si vous avez 100 000 actions en circulation, que vous en détenez, et puis que le lendemain il y a 120 000 actions en décirculation, vous perdez, vous êtes dévalué, vous êtes diminué dans votre participation effective, puisque si je sais pas si vous en avez 1000, ça fait 1%, mais 1000 sur 120 000, ça fait plus 1%. C'est ce qui se passe actuellement sur le dollar avec cette hausse de la monnaie supply.
Alors les conséquences sur le dollar sont extrêmement défavorables par rapport à tout ce que je raconte et ce que je fais effectivement sur mon patrimoine, puisqu'on est passé d'un 0,8 à un 0,16 dans l'espace de un mois, de 2 mois en fait. Et donc la grande question c'est, moi c'est mon interrogation principale, je ne peux pas trouver de réponse pour l'instant, mais la grande question c'est soit il y a une information que les initiés connaissent et que nous ne connaissons pas, à savoir que les États-Unis sont peut-être en train d'instaurer un revenu universel et vont payer ça avec la money supply qui va pas arrêter d'être augmentée et, et donc le dollar dévalué, ça serait quelque part l'arrivée des US sur la scène socialo-communiste mondiale. Donc ça serait très défavorable pour le dollar, ça provoquerait aussi une hausse assez forte de l'or et puis du Nasdaq, puisque les gens chercheraient à se protéger de cette démonétisation de la valeur du dollar et en investissant dans les actifs tangibles qui sont les multinationales, un peu l'immobilier, mais ça n'apporte pas grand-chose, et puis l'or. Euh, je ne sais pas si je ne suis pas dans le secret des dieux par rapport à la politique des États-Unis, mais je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de genre, c'est pour ça que les mecs bourrent, parce qu'ils sont en train d'acheter encore une fois le Nasdaq comme des malades, et l'or et l'argent également. Tout ça, ça monte de concert avec des taux d'intérêt réels négatifs. Évidemment, quand l'or fait la compétition avec les taux d'intérêt, donc quand ils sont négatifs, c'est le paradis pour l'or. Et est-ce qu'on ne va pas vers des taux à zéro, voilà, une inflation très faible, donc des taux en permanence négatifs, un contrôle de la courbe des taux par la Fed, et puis de l'injection de l'argent directement dans la poche des consommateurs américains. Euh, Ça serait une drôle d'économie et ça serait très défavorable à mon avis pour le dollar, encore qu'il faudrait voir la performance du CAC en euros par rapport à la performance du Nasdaq en dollars. Pour l'instant, les ratios sont encore très 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 favorables pour le dollar et le Nasdaq, mais il y a une vraie interrogation politique derrière ce qui se passe. Et l'autre scénario, c'est la tendance long terme haussière du dollar se maintient et donc l'Europe tout simplement peut pas payer. De toute façon, l'Europe n'ayant pas injecté de l'argent directement dans la poche des consommateurs, va faire des décalages de PIB, d'inflation, va taper dans la déflation l'Europe vers une chute de la consommation, chute du pouvoir d'achat. Tôt ou tard, soit les chiffres économiques vont tellement être dégueulasses que ça va jouer en défaveur de l'euro comme d'habitude. Ou alors ils vont devoir injecter plus d'argent et donc taper eux aussi dans la monnaie supply qui est déjà beaucoup plus élevée que celle des US. Et donc les marchés vont se dire ah, putain les deux trucs sont pourris, quel est le moins pourri? Donc on va reprendre le train habituel qui dure depuis 10 ans, à savoir des deux trucs pourraves, des deux dossiers pourraves, le dollar est moins pourrave que le reste. Et donc le dollar comment dire, va reprendre des couleurs face à l'euro. Alors qu'est-ce que je regarde pour t'apporter tout ça? J'attends déjà les chiffres de la money supply en Europe, encore une fois, qui sont publiés avec retard. Et puis surtout, le point vraiment le plus important, ça va être de regarder ce que fait la Fed, les injonctions de liquidité de la Fed au mois d'août. Si les marchés, pour moi, ont le moindre doute sur le fait que la Fed va stopper, en fait, va arrêter d'injecter c'est une enfin c'est une pluie de dollars, littéralement c'est la planche à billets en ce moment à Donf. On est sur les niveaux de l'Argentine actuellement aux US. Donc pour moi, si la Fed bloque en août et commence à calmer le jeu, ça voudrait dire qu'en fait ils n'ont pas l'intention de tuer le dollar et ils sont juste en train d'essayer d'arrondir les angles par rapport au Corona. Et donc je donne pas cher de l'euro, de l'or et du Nasdaq. Je pense que tout ça, ça va valser. Le pari en cours, c'est de parier qu'on fait n'importe quoi avec la monnaie supply. C'est ça le pari global en global macro sur les marchés. Donc s'il y a le moindre doute au mois d'août, la moindre ralentissement, etc. Donc il faut vraiment traquer semaine par semaine ce que fait la Fed parce que c'est vraiment... Là, on est clairement en train de créer une bulle. Donc ça va y avoir une énorme déception. Tout est surévalué, tout ne ni queue ni tête, donc ça va être sport quoi. Donc affaire à suivre, rendez-vous au mois d'août. Concernant les secteurs, alors c'est la fête du slip avec une tendance pareille évidemment. De toute façon, c'est tout, c'est toutes les actions, il y a énormément d'opportunités en momentum actuellement, partout, en global macro, en action, en secteur, on a tous les côtés en fait. Sur les secteurs, on a c'est d'ailleurs ce qui m'a dérangé, hein. Sur un mois en fait glissant, on a les materials en tête sur les secteurs du SP500, sur les principaux secteurs. On a les materials, donc les matériaux de construction pour les matières premières quelque part en tête de classement.
C'est-à-dire que clairement le marché joue une inflation avec donc l'augmentation de la money supply. Une inflation avec une augmentation de la money supply alors que la vélocité de la monnaie arrête pas de plonger proche de zéro. Donc en fait on sait historiquement que, on le sait, il suffit de backtester. Quand on augmente la monnaie supply, oui, ça crée l'inflation, mais à condition qu'il y ait une stabilité de la vélocité de la monnaie. Mais quand il y a une vélocité de la monnaie qui chute, et elle chute drastiquement actuellement sur l'Europe et les États-Unis, on peut augmenter la monnaie supply avec tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis trois plombes. Il n'y a pas d'inflation. Et donc, il y a un peu, une coupure, un peu, enfin, il y a un peu un grain de folie en ce moment sur les marchés par rapport aux relations traditionnelles intermarket et global macro. Là, on est un peu dans, je sais pas si c'est de la peur, je sais pas trop ce qui motive les investisseurs et ce qu'ils sont en train de faire. Donc, à court terme en trading, bah, comme je l'ai publié dans une interview avec David Ronan, le meilleur trading quand ça fait n'importe quoi, c'est le bourrin trading. Je vous invite à regarder l'interview que j'ai faite avec David, mais c'est lui qui a raison. Hein. Derrière, il ne faut pas se poser de questions, en a branlé. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, mais c'est là et c'est des phénomènes dont il faut profiter sans se poser de questions. Donc les signaux, bah, que ce soit de la chasse sur repli ou du breakout, il y en a pléthore. Donc là, évidemment, bah, je prends les matériaux depuis un mois qui bourrent. Évidemment, il y en a eu deux beaux. Là, il y en a un là, puis il y en a un là. Donc il y a deux gains coup sur coup. Utilities, qui a un mois qui était plutôt short, ont commencé à doucement se retourner. Alors moi, je l'aime bien le secteur Utilities, honnêtement, je l'aime bien parce que c'est un secteur qui a pas mal d'inertie et y a pas, on se pose pas trop de questions avec les utilities, avec la techno, on sait jamais où on va, avec le Nasdaq, voilà, avec l'or, le Nasdaq, tout ça, c'est des machins, tout le monde est dessus, tout le monde est à bloc, ça change d'avis comme de chemise. Alors que les utilities, c'est un truc pépère. Moi, je vous recommande si vous n'avez pas envie de, si vous êtes, si le risque, ça vous, si vous avez envie de traîner pépère, en fait, peinard, voilà, sans vous prendre des gaps dans la gueule de 2%, 1% à la baisse le lendemain, etc. Je vous recommande l'utilities. Ça fait probablement un an. Mais cela dit, j'ai fait des recherches statistiques et la modélisation sur le secteur utilities donne d'excellents scores, probablement bien meilleurs que à long terme même que le Nasdaq et que l'or et que les gestions de portefeuille classiques du 60-40, etc. C'est un super secteur, les utilities, même en tant qu'investisseur voilà, avec une approche. Voilà. Donc à court terme, les utilities sont un peu retournés. Donc il y a aussi quelques signaux d'achat qui ont très bien marché. De toute façon, il n'y a quasiment pas de perte, mais bon, on va pas, c'est pas la puissance de la méthode qui fait que ça perd pas, c'est juste que le comportement de marché est tellement favorable au trading actuellement avec l'effet momentum que c'est compliqué de perdre. À part se mettre short et contrer la tendance, moi je vous recommande vraiment pas. Je sais que c'est une stratégie qui a beaucoup d'adeptes, mais la contre-tendance, mais je préfère le breakout et de toute façon tous les traders autour de moi qui vivent du trading et qui gagnent vraiment sont tous la plupart sont en breakout et il y en a qui font un peu d'achat sur repli comme je fais, mais personne fait de la contre-tendance, personne. Donc bah, tous les secteurs ont grimpé, voilà, on a du 5 ou 10%, on a un profil de risque à peu près correct. Il y a pas mal de volatilité, on est quand même toujours entre 30 et 40% sur les secteurs. Après, le phénomène dont je parlais il y a un mois sur le secteur est toujours là, valide, c'est-à-dire que par-dessus on voit bien quand on regarde le tête de classement, là j'ai 71 secteurs sur ce tableau-là, sur ce screener-là, et en fait, quand on regarde qui est-ce qui est en tête de classement, bah, on retrouve les mêmes qu'il y a un mois, et ça vient se rajouter par-dessus l'augmentation de 23% de la money supply qui est en train d'impacter tout ce qui est actif en fait. Donc or, taux d'intérêt, voilà. Mais par-dessus ça, on voit toujours la thématique politique qui est la digitalisation des échanges, donc via du online, et la décarbonisation de l'économie. Donc on voit le solaire toujours en tête, 28% sur un mois. Donc là, le solaire, mais il défonce la gueule à tout le monde. C'est impressionnant la tendance qu'il y a dessus. Voilà, je vous le montre. Là, je l'ai mis sur 2020, sur la petite fenêtre ici. Donc on voit, ça s'envole déjà. Ça fait 50% de hausse jusqu'à mars. Non, 19 février, excusez-moi. Pendant que le Nasdaq en fait que 16. Derrière, ça s'écroule, mais ça revient au niveau du Nasdaq. Et derrière, on fait 90% de hausse en ligne droite. Ça a doublé en espace de 4 mois, quoi.
Donc les gens sont, et puis c'est pareil sur Tesla, c'est pareil sur toute la thématique. Donc les gens sont fondamentalement persuadés que, moi j'ai envie de dire que le pouvoir politique mondial a décidé que le carbone c'était fini. Donc le pétrole en face n'a jamais rebondi pour l'instant. Je sais pas si ça va raison ou pas. Je sais que Loïc a lancé un débat là-dessus. Je sais pas, j'ai pas en plus pas envie de débattre et puis après ça va en plus encore énerver YouTube qui veut pas qu'on parle de ça, donc j'en parle pas, mais disons qu'à court terme les marchés nous montrent qu'ils misent très très lourdement sur la thématique. Donc on retrouve le solaire. Euh, alors évidemment, alors quand on est là-dedans en breakout, là c'est le paradis mais absolu sur les breakouts. Quasiment tous les breakouts fonctionnent quand on a comme ça un mouvement aussi fort. Mais on a également la clean energy, donc tout ce qui est énergie, comment dire, solaire, mais le clean energy, on trouve un peu de tout. Donc après, il y a un autre ETF qui est l'énergie du vent uniquement. Donc pareil, c'est en train de bourrer à nouveau. Ça fait 15% et le mois dernier, c'était déjà en tête. Et puis le lithium pour les batteries. Donc on a on a fait un énorme gap là ici. C'était un peu bizarre. Ils ont un peu pété une durite. De toute façon, ils pètent une durite en ce moment. Genre 30% de hausse en une semaine quoi. Enfin c'est n'importe quoi. On est dans de la volatilité d'action alors que c'est des paniers de valeur. C'est hallucinant. On est à 62% de volatilité sur l'ETF du lithium. Donc c'est un peu fou. Et autre argument qui milite quand même pour diagnostiquer qu'il y a un excès qui est pas très sain. Donc aujourd'hui on n'a plus qu'un seul secteur à la baisse, c'est l'énergie. Et puis après il y a un petit peu les banques. Alors les banques souffrent tout simplement parce que la courbe des taux est aplatie, donc elles peuvent plus peuvent plus emprunter de l'argent à court terme pour le revendre à long terme en faisant un gain, puisque les cours et le long terme des taux valent à peu près le même niveau, donc il n'y a plus de marge pour l'activité bancaire. Donc les banques, c'est plutôt stable. Évidemment, ça se fait complètement distancer par les autres secteurs. Quant à l'énergie, évidemment, décarbonisation, donc tout ce qui est énergie traditionnelle, pétrole, tous les investisseurs, pour l'instant, le délaissent. Voilà. Donc on va vivre sans pétrole, les amis. On va pisser dans nos bagnoles, en fait. On va marcher avec de la pile. On va mettre des panneaux solaires sur les toits et, et on n'empruntera plus ces pauvres banques. Voilà, on va avoir des taux d'intérêt flat. Enfin, rendez-vous dans un mois. Il y a quand même les propositions des marchés actuellement au niveau du global macro et secteur. Les propositions sont quand même un peu lolées. Donc rendez-vous, je propose dans la prochaine vidéo. Laissons passer 2-3 semaines là, voyons ce qui se passe. Mais en tous les cas, paradis du trading en ce moment. Euh, c'est le paradis. C'est le paradis, les tendances sont pures, ça pousse. Pour reprendre l'expression chère à David, notre trader en chef chez Objectif Eco, il y a du relais acheteur. À ça, du relais acheteur, il y en a, c'est le paradis. C'est le paradis, on peut obtenir des super taux de réussite, 70-80%, paradis. Donc c'est aussi ça qui m'inquiète, l'argent est un petit peu facile à gagner une fois qu'on a les bonnes stratégies de jeu. En ce moment, l'argent est un peu facile à gagner. Alors, quand c'est facile, généralement les marchés ils donnent pas de l'argent gratuit comme ça. Donc, je suis assez dubitatif, hein. Je regarde, très très dubitatif en fait. Mais pour l'instant, les faits sont là. Voilà. Nous sommes dans le paradis du trading. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.